Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce chapitre, nous abordons les applications linéaires en dimension finie. Pour commencer, nous allons étudier la structure de l'ensemble des applications linéaires définies de E dans F et de l'ensemble des endomorphismes de E. Nous avons déjà vu qu'ils ont des structures d'espaces vectoriels. Mais lorsque E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie, alors L de E et de F non seulement a une structure d'espace vectoriel, mais il est aussi de dimension finie, et sa dimension est égale à celle de E fois celle de F. En particulier, la dimension de L de E est égale à la dimension de E au carré. En voici la démonstration. On commence par se donner E1 jusqu'à EP une base de E, ce qui suppose que l'on a posé P égale à la dimension de E. Et on pose également F1 jusqu'à Fn une base de F, ce qui suppose que petit n est égal à la dimension de F. Pour chaque entier i compris entre 1 et n et chaque entier j compris entre 1 et p, il existe une unique application linéaire phi indice ij qui vérifie que pour tout k compris entre 1 et p, phi ij de ek est égal à delta jk fois fi. Je vous rappelle que delta est le symbole de Kronecker, c'est-à-dire que delta jk est égal à 1 lorsque j égale k, et delta jk égale à 0 lorsque j est différent de k. Nous allons voir si la famille des phi ij ainsi construite est une famille libre de L de E et de F. Pour cela, on considère une famille aij de scalaires, i compris entre 1 et n, j compris entre 1 et p, telle que la combinaison linéaire somme sur i et j des aij phi ij est égale à 0. Ce 0 désigne l'application nulle de L de E et de F. Pour alléger un petit peu l'écriture, je n'ai pas mis les indices de la sommation. I varie de 1 à n et j varie de 1 à p. En utilisant cette application linéaire sur le vecteur ek, k étant compris entre 1 et p, on obtient que 0 est égal à la somme sur i et j des aij phi ij de ek. Et en utilisant la définition de l'application phi ij, le vecteur nul est égal à la somme sur i et j des aij fois delta jk fois fi. Mais delta jk étant nul lorsque k est différent de j, il reste dans la somme uniquement les termes lorsque j égale k, ce qui nous donne vecteur nul égal à la somme pour i variant de 1 à n des aik fi. Mais comme la famille f1 jusqu'à fn est une base de grand F, en particulier elle est libre, et donc les coefficients aik sont nuls. Ceci termine la preuve que la famille des phi ij est une famille libre. Nous allons voir maintenant si elle est génératrice de L de E et de F. Considérons psi un élément de L de E et de F. Pour tout entier j compris entre 1 et p, psi de ej appartient à f. On peut donc le décomposer dans la base f1 jusqu'à fn. Et donc il existe une famille de scalaires aij, tel que psi de ej soit égal à la somme pour i variant de 1 à n des aij fois fi. Notons alors phi l'application linéaire définie comme la combinaison linéaire somme sur i et j des aij phi de i et j. On vérifie facilement que pour tout entier k compris entre 1 et p, phi de ek est égal à psi de ek. Et donc l'application linéaire psi est égale à l'application linéaire phi, puisque ces deux applications linéaires coïncident sur une base. On a ainsi prouvé que L de E et de F est inclus dans l'espace vectoriel engendré par la famille des phi ij, et l'autre inclusion est évidente puisque les phi ij sont des éléments de L de E et de F. On a ainsi prouvé que la famille des phi ij est une famille génératrice de L de E et de F, et comme on a déjà montré sa liberté, cette famille est une base de L de E et de F. Comme elle contient n fois p éléments, L de E et de F est de dimension finie, et sa dimension est égale à n fois p, c'est-à-dire égale à la dimension de f fois la dimension de e, ou la dimension de e fois la dimension de f, c'est pareil. Faites bien attention à ne pas confondre la dimension de e au carré qui est égale à la dimension de e fois la dimension de e, et la dimension de e au carré qui est égale à la dimension de e croix e, qui est donc égale à la dimension de e plus la dimension de e, c'est-à-dire 2 fois la dimension de e. Je vous rappelle également que L de e a une structure d'anneau, à condition qu'on le munisse de l'addition et de la composée entre applications linéaires. Cet anneau n'est pas commutatif. Étant donné que la multiplication dans cet anneau est la composée entre applications, la notation phi puissance n désigne l'application phi rond phi rond phi n fois.
et lorsque phi et psi sont deux éléments de E qui commutent pour la composer, alors on pourra appliquer la formule du binôme de Newton, phi plus psi puissance n égale somme pour k variant de 0 jusqu'à n des k parmi n, phi puissance k, psi puissance n moins k. Je vous rappelle également la bilinéarité de la composée. L'application définie de L de E et de F croît L de F et de G à valeur dans L de E et de G, qui au couple UV associe l'application V rond U, est bilinéaire. Faites attention, on pourrait étendre cette application à l'ensemble des applications définies de E dans F, croît l'ensemble des applications définies de F dans G, mais dans ce cas-là, seule la linéarité à gauche subsiste. Voyons maintenant la définition du rang d'une application linéaire. On se donne E et F deux espaces vectoriels sur K, en supposant que E est de dimension finie. Grand F peut être de dimension finie ou pas, ça n'a pas d'importance. Considérons petit f une application linéaire définie de E dans F. Alors l'image de F est un sous-espace vectoriel de dimension finie de grand F. La dimension de l'image de F s'appelle le rang de F, qui se note RG de F. En voici la justification. Considérons E1 jusqu'à EP une base de E. L'image de F est égale à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs f de E1 jusqu'à f de EP. Autrement dit, l'image de f a une famille génératrice finie. Et donc, image de f est bien un espace de dimension finie. Nous allons maintenant voir une propriété importante qui donne un lien entre le noyau et l'image. Considérons E et F deux espaces vectoriels sur K en supposant E de dimension finie, et U une application linéaire définie de E dans F. Alors tout supplémentaire de ker U dans E est isomorphe à l'image de U. En voici la démonstration. Considérons G un supplémentaire de ker U dans E quelconque, et comme E est de dimension finie, on est sûr qu'il existe de tels supplémentaires. Notons V la restriction de U au départ à l'espace vectoriel G et à l'arrivée à l'espace vectoriel image de U. V est une application linéaire définie de G à valeur dans im U, car la restriction d'une application linéaire à des sous-espaces vectoriels est encore linéaire. Le noyau de V est égal au noyau de U intersection G. Et comme G est un supplémentaire de ker U, cette intersection est égale au singleton 0. On en déduit que V est injective. Nous allons voir maintenant si V est surjective. L'image de V est clairement incluse dans l'image de U. Nous allons voir l'autre inclusion. Prenons Y un élément de l'image de U. Ceci veut dire qu'il existe X un élément de E, tel que U de X soit égal à Y. Le problème, c'est que cet élément X qui appartient à E n'a aucune raison d'appartenir à G. Mais comme G et ker U sont supplémentaires dans E, il existe un élément K du noyau de U et un élément G de l'espace vectoriel G tel que X soit égal à K plus G. Comme Y est égal à U de X et que U est linéaire, on peut aussi écrire Y égale U de K plus U de G. Et comme K appartient au noyau de U, il reste Y égale U de G. Maintenant G appartient à grand G, donc U de G est égal à V de G, qui appartient bien à l'image de V. On a ainsi prouvé que V est surjective. Et donc V étant linéaire, injective et surjective, il s'agit bien d'un isomorphisme défini de G dans image de U. Autrement dit, on a prouvé que G et image de U sont isomorphes. Ceci va nous permettre d'établir le théorème du rang. Considérons E et F deux espaces vectoriels sur K. On suppose E de dimension finie. Et on considère U une application linéaire définie de E dans F. Alors on a la relation très importante, la dimension de E est égale à la dimension du noyau de U plus le rang de U. En voici la démonstration. Considérons E1 jusqu'à En une base de E. L'image de U est égale à l'espace vectoriel engendré par U de E1, etc. jusqu'à U de En. Il est donc de dimension finie. Considérons G un supplémentaire du noyau de U dans E. La dimension de G plus la dimension du noyau de U est égale à la dimension de E. Mais nous venons de voir que G est isomorphe à l'image de U, donc la dimension de G est égale à la dimension de l'image de U, qui est égale au rang de U. Donc ceci termine la démonstration, on vient bien de prouver que la dimension de E est égale au rang de U plus la dimension du noyau de U. Nous allons maintenant voir quelques applications du théorème du rang. Pour commencer, on va s'intéresser au noyau d'une forme linéaire non nulle.
Considérons E un espace vectoriel sur K de dimension finie n, et soit petit f une forme linéaire sur E, forme linéaire que l'on suppose non nulle. Alors la dimension du noyau de f est égale à n-1. La démonstration est très simple. F étant une forme linéaire non nulle, on sait que f est surjective. Donc l'image de f est égale à k, ce qui veut dire que le rang de f est égal à 1. Donc en appliquant le théorème du rang, qui nous dit que la dimension du noyau de f plus le rang de f est égale à la dimension de E, on obtient que la dimension du noyau est égale à n-1. On va définir la notion d'hyperplan. Considérons E un espace vectoriel de dimension finie n. Un hyperplan de E est un sous-espace vectoriel de E de dimension n-1. Par exemple, l'ensemble E d'équations x plus y moins 2z égale 0 dans R3 est un hyperplan. En effet, si l'on considère petit f l'application définie de R3 valeur dans R qui au triplet x, y, z associe le réel x plus y moins 2z, f est une forme linéaire et f de 1, 0, 0 est égal à 1 et différent de 0. Donc f est une forme linéaire non nulle. Donc le noyau de f qui est égal à E par construction de petit f est un hyperplan de R3. Voyons ce que cela donne lorsque deux formes linéaires ont le même noyau. Considérons E un espace vectoriel de dimension finie, H un hyperplan de E. Alors, il existe une forme linéaire non nulle petit f telle que H soit le noyau de f. Et on a même mieux, si f et g sont deux formes linéaires non nulles telles que H soit égal au noyau de f et égal au noyau de g, alors il existe un scalaire lambda non nul tel que g soit égal à lambda fois f. Voyons la démonstration du premier point. E étant de dimension finie, posons n sa dimension, et considérons H un hyperplan de E. Autrement dit, H est de dimension n-1, on peut considérer E1 jusqu'à E indice n-1 une base de H. Considérons alors E indice n un vecteur qui appartient à E mais qui n'appartient pas à H. Alors E1, En-1, En forment une base de E. On considère f la forme linéaire définie sur E par pour tout i appartenant à 1, n-1, f de EI égale à 0 et f de En égale à 1. Tous les vecteurs EI pour i compris entre 1 et n-1 appartiennent à ker f. Donc par combinaison linéaire, tous les vecteurs de H appartiennent à ker f. Ainsi, H est inclus dans ker f. Mais H et le noyau de f sont deux hyperplans de E. Ils ont donc la même dimension finie égale à n-1. Donc H est égal au noyau de f. Voyons maintenant la démonstration du point 2. Je reprends les notations de la première partie. On considère maintenant f et g deux formes linéaires sur E, dont le noyau est égal à H. f de En est un scalaire non nul. Sinon, E serait égal au noyau de f tout entier. G de En aussi est non nul pour la même raison. Posons lambda égale à G de En divisé par f de En, ce qui a bien un sens puisque G de En et f de En sont des scalaires non nuls. Et considérons H l'application définie par H égale à G moins lambda fois f, qui est manifestement une forme linéaire sur E. H de E1 est égal à 0 parce que G de E1 est nul et f de E1 est nul. Il en va de même pour tous les vecteurs E2, E3 jusqu'à E indice n-1. H de En aussi est égal à 0, parce que H de En est égal à G de En moins lambda fois f de En, et par construction de lambda, H de En égale à 0. Ainsi, H s'annule sur toute une base de E, donc H est l'application nulle. Donc G est bien égal à lambda f. Ceci va nous permettre de définir l'équation d'un hyperplan. Si f est une forme linéaire non nulle et h égale au noyau de f, on dit que h a pour équation f de x égale à 0, et on écrit h f de x égale à 0. À noter que grâce à la proposition précédente, deux équations de f sont proportionnelles, donc peu importe que l'on choisisse l'une ou l'autre des équations. Pour passer de l'une à l'autre, il suffit de multiplier par un scalaire non nul. Nous allons voir maintenant la formule de Grassmann que l'on a déjà rencontrée dans le chapitre précédent. Considérons E un espace vectoriel sur K. F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de E. Alors f plus g et f inter g sont de dimension finie, et on a dimension de f plus g plus dimension de f inter g égale dimension de f plus dimension de g. Je ne redémontre pas que f plus g et f inter g sont de dimension finie.
Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir une nouvelle démonstration de la formule. On va utiliser le théorème du rang avec l'application phi définie de f croix g à valeur dans E, qui au couple xy associe x plus y. Par définition de f plus g, l'image de phi est exactement égale à f plus g. Il est assez facile de démontrer que le noyau de phi est égal à l'ensemble des couples x moins x tels que x appartiennent à f inter g. Je ne détaille pas cette partie de la démonstration, je vous laisse la faire. Considérons alors psi l'application définie de f inter g à valeur dans le noyau de phi, qui à x associe le couple x moins x. Il est aussi très facile de démontrer que cette application est un isomorphisme entre f inter g et le noyau de phi. Je vous laisse également cette partie de la démonstration. Ainsi, on peut conclure que f inter g et le noyau de phi ont la même dimension. Mais d'après le théorème du rang, on peut dire que la dimension de f croix g est égale à la dimension du noyau de phi plus le rang de phi. Et donc dimension de f plus dimension de g est égale à la dimension de f inter g plus la dimension de f plus g. Nous allons maintenant étudier le rang d'une composée d'applications linéaires. On considère cette fois-ci E, F et G des espaces vectoriels de dimension finie. U une application linéaire définie de E dans F, et V une application linéaire définie de F dans G. Alors, V rond U qui est une application linéaire définie de E dans G, a un rang, et son rang est inférieur ou égal au minimum entre le rang de U et le rang de V. En voici la démonstration. Commençons par comparer le rang de V rond U avec le rang de V. L'image de V rond U est par définition de l'image l'ensemble des V de U de x tels que x appartiennent à E. Mais lorsque x parcourt E, U de x parcourt l'image de U. On peut donc écrire que l'image de V rond U est égale à l'ensemble des V de y tels que y appartiennent à image de U. Mais l'image de U est incluse dans F. Donc l'image de V rond U est inclue dans l'ensemble des V de y tels que y appartiennent à F. C'est-à-dire l'image de V rond U est inclue dans l'image de V. L'image de V rond U et l'image de V sont deux sous-espaces vectoriels de G. Le premier est inclus dans le deuxième, donc sa dimension est inférieure à celle du deuxième. Autrement dit, le rang de V rond U est inférieur ou égal au rang de V. Comparons maintenant le rang de V rond U avec le rang de U. Le noyau de U est manifestement inclus dans le noyau de V rond U, parce que si x appartient au noyau de U, U de x égale à 0, et par linéarité de V, V de U de x aussi est égal à 0. Donc le noyau de U et le noyau de V rond U sont deux sous-espaces vectoriels de E, le premier étant inclus dans le deuxième, sa dimension est inférieure ou égale à la dimension du deuxième. Et en appliquant le théorème du rang à la fois à U et à V rond U, on obtient que la dimension de E moins le rang de U est inférieure ou égale à la dimension de E moins le rang de V rond U. Ce qui donne que le rang de V rond U est inférieur ou égal au rang de U. Nous allons voir un cas particulier lorsque l'on compose avec un isomorphisme. E, F et G désignant toujours des espaces vectoriels de dimension finie, U une application linéaire de E dans F, V une application linéaire de F dans G. Si jamais U est un isomorphisme, alors rang de V rond U est égal au rang de V. Si V est un isomorphisme, alors rang de V rond U est égal au rang de U. Autrement dit, le rang d'une application linéaire ne change pas lorsqu'on la compose avec un isomorphisme. Il faudra faire attention que les réciproques sont fausses. On peut très bien avoir rang de V rond U égale rang de V sans que aucune des deux applications U et V ne soit un isomorphisme. En voici la démonstration qui reprend en grande partie la démonstration précédente. L'image de V rond U, c'est l'ensemble des V de U de x tels que x appartiennent à E. C'est-à-dire c'est l'ensemble des V de y tels que y appartiennent à l'image de U. Mais comme U est un isomorphisme, en particulier U est surjective et donc son image est égale à F. L'image de V rond U est donc égale à l'ensemble des V de y tels que y appartiennent à F. Ainsi, l'image de V rond U est égale à l'image de V, et donc le rang de V rond U est égal au rang de V. Si maintenant V est un isomorphisme, il est assez facile de démontrer que le noyau de U est égal au noyau de V rond U. Donc la dimension du noyau de U est égale à la dimension du noyau de V rond U, et en appliquant encore une fois le théorème du rang, on obtient que le rang de V rond U est égal au rang de U. Une remarque qui peut être utile, quand on travaille avec des applications linéaires en dimension finie, une question sur le noyau peut très bien se résoudre grâce à l'image, une question sur l'image peut très bien se résoudre grâce au noyau, donc tout ça par l'intermédiaire du théorème du rang. Nous allons maintenant donner une caractérisation des isomorphismes.
Considérons E et F deux espaces vectoriels sur K que l'on suppose de même dimension finie, et U une application linéaire définie de E dans F. Les propriétés suivantes sont équivalentes. 1. U est un isomorphisme. 2. U est injective. 3. U est surjective. 4. Rang de U égale dimension de E. En voici la démonstration. Supposons pour commencer que U soit un isomorphisme défini de E dans F. Alors en particulier, U est bijective. Et U est injective. Ceci prouve que 1 implique 2. Supposons maintenant que U soit injective. On va appliquer le théorème du rang à l'application linéaire U, ce qui donne dimension de E égale dimension du noyau de U plus le rang de U. Mais comme U est injective, son noyau est réduit à 0. Donc la dimension du noyau est égale à 0, ce qui prouve que la dimension de E est égale au rang de U. On a ainsi prouvé que la propriété 2 implique la propriété 4. Supposons maintenant que le rang de U soit égal à la dimension de E. L'image de U est un sous-espace vectoriel de F. Mais par hypothèse, E et F ont même dimension. On obtient que dimension de F est égale à la dimension de E qui est égale à la dimension de l'image de U. Ce qui prouve que l'image de U est égale à F. Autrement dit, on a prouvé que U est surjective. Ainsi, on a prouvé que la propriété 4 implique la propriété 3. Supposons enfin que U soit surjective. Ceci veut dire que l'image de U est égale à F. Donc le rang de U est égal à la dimension de F qui par hypothèse est aussi égale à la dimension de E. On applique le théorème du rang qui nous donne que la dimension du noyau de U est égale à la dimension de E moins le rang de U, c'est-à-dire la dimension du noyau de U est égale à 0. Ainsi le noyau de U est égal au singleton 0. Et on a prouvé que 3 implique 1. Autrement dit, 1 implique 2, 2 implique 4, 4 implique 3, 3 implique 1, ce qui prouve que les 4 propriétés sont équivalentes. Nous allons maintenant voir le lien qu'il y a entre les matrices et les applications linéaires. Ce lien est très important car il permet en pratique de manipuler des applications linéaires sans avoir besoin de leurs expressions. Donc voici le lien qu'il y a entre l'ensemble des applications linéaires définies de k puissance p à valeur dans k puissance n et l'espace des matrices de type np. Lorsque n et p sont deux antinaturels non nuls, l'espace des matrices de type np à coefficient dans k est isomorphe à L de k puissance p et de k puissance n. La démonstration est très simple, l'espace des matrices de type np est de dimension finie n fois p. L'espace des applications linéaires définies de k puissance p à valeur dans k puissance n est aussi de dimension finie n fois p. Les deux espaces sont de même dimension finie, ils sont donc isomorphes entre eux. Voici comment on définit la matrice d'une application linéaire. On considère E et F deux espaces vectoriels sur K de dimension finie, je suppose que P est la dimension de E et N est la dimension de F. On appelle petit e la famille E1, EP une base de E, et petit f la famille F1 jusqu'à Fn une base de grand F. Et on considère phi une application linéaire définie de E dans F. La matrice des composantes de la famille phi de E1, phi de E2, etc. phi de EP, exprimée dans la base F, s'appelle la matrice de phi relativement aux bases E et F. On la note M indice E, F de phi. Voici quelques remarques. Lorsque phi est un endomorphisme de E, et que petit e est égal à petit f, c'est-à-dire que l'on choisit la même base au départ et à l'arrivée, alors la matrice M indice E, F de phi est plus simplement notée M indice E de phi. Mais lorsque phi est un endomorphisme, on n'est pas obligé de choisir la même base au départ et à l'arrivée. Il peut être intéressant de choisir deux bases différentes. Voici les opérations que l'on peut effectuer sur les matrices d'application linéaire. Elles découlent en fait de la linéarité de l'application qui a un endomorphisme associe sa matrice relativement à deux bases fixées. De façon plus précise, on considère E et F des espaces vectoriels de dimension finie, petit e et petit f des bases respectives de E et de F, lambda un scalaire, phi et psi deux applications linéaires définies de E dans F, alors la matrice relativement aux bases E et F de phi plus psi est égale à la matrice relativement aux bases E et F de phi, plus la matrice relativement aux bases E et F de psi. Et la matrice relativement aux bases E et F de lambda phi est égale à lambda fois la matrice relativement aux bases E et F de phi. Nous avons vu que les deux espaces L de E et de F et MNP de K sont isomorphes. Nous allons voir maintenant un isomorphisme entre ces deux espaces. E et F étant des espaces vectoriels de dimension finie respectives P et N,
petit e et petit f des bases de e et de f, alors l'application définie de L de e et de f à valeur dans MNP de k, qui a une application linéaire phi associe sa matrice relativement aux bases e et f est un isomorphisme. Il faudra bien faire attention que cet isomorphisme dépend des bases que l'on a choisies petit e et petit f. En voici la démonstration. Considérons l'application que l'on note M indice EF, définie de L de E et de F à valeur dans MNP de K, qui a une application linéaire phi associe sa matrice relativement aux bases E et F. L'application M indice EF est linéaire d'après la propriété précédente. Considérons phi un élément de son noyau. Ceci signifie que la matrice de phi relativement aux bases E et F est nulle. Autrement dit, pour tout i compris entre 1 et p, phi de ei est égal à 0, parce que ses composantes se lisent dans la matrice et tous les coefficients de la matrice sont nuls. Phi s'annulant sur tous les vecteurs d'une base, phi est forcément l'application nulle. Ainsi on a prouvé que le noyau de M indice EF est nul, et donc l'application linéaire M indice EF est injective. Mais L de E et de F et MNP de K ont la même dimension finie, donc d'après la caractérisation des isomorphismes, M indice EF est un isomorphisme. Nous allons maintenant voir la compatibilité des matrices avec la composée. Considérons EFG des espaces vectoriels de dimension finie. Petit e, petit f, petit g des bases de EFG. Psi une application linéaire définie de E dans F, et phi une application linéaire définie de F dans G. Alors la matrice relativement aux bases E et G de phi rond psi est égale à la matrice relativement aux bases f et g de phi multipliée par la matrice relativement aux bases e et f de psi. Cette formule est assez difficile à retenir, en particulier le choix des bases est assez problématique. Lorsque j'ai besoin de cette formule, je fais systématiquement le schéma suivant. On dispose de E un espace vectoriel que l'on a muni d'une base petit e, et F un espace vectoriel que l'on a muni d'une base petit f. Psi est une application linéaire définie de l'espace E dans l'espace F. Et quand on aura besoin de la matrice de Psi, on utilisera la matrice de Psi relativement aux bases E et F. De la même façon, G est un espace vectoriel muni d'une base petit g. Phi est une application linéaire définie de grand F dans grand G. Et donc, lorsqu'on utilisera la matrice de Phi, on l'utilisera relativement aux bases petit f et petit g. L'application phi rond psi, elle, est définie de l'espace E dans l'espace G. Pour la matrice de phi rond psi, on choisira petit e comme base au départ et petit g comme base à l'arrivée. La matrice de phi rond psi relativement aux bases E et G est égale à la matrice de phi relativement aux bases F et G fois la matrice relativement aux bases E et F de psi. En voici la démonstration. Donc j'ai schématisé à nouveau mes deux applications linéaires psi et phi respectivement définies de E dans F et de F dans G. J'ai précisé un troisième paramètre sur mon schéma égal à la dimension de l'espace. Donc petit q c'est la dimension de E, petit p c'est la dimension de F et petit n c'est la dimension de G. J'appelle A la matrice de psi relativement aux bases petit e et petit f, et B la matrice de phi relativement aux bases petit f et petit g. Ainsi A est une matrice de type PQ et B une matrice de type NP. Notons J un élément quelconque compris entre 1 et Q. Psi de EJ est égal à la somme pour K variant de 1 à P des AKJFK d'après la définition de la matrice d'une application linéaire. L'image du jm vecteur de la base E se lit sur la jm colonne de la matrice A. Par linéarité de phi, phi de psi de EJ est égal à la somme pour K variant de 1 à P des AKJ phi de FK. Mais B est la matrice de phi relativement aux bases petit f et petit g. L'image du vecteur FK se lit sur la kème colonne de la matrice B. Et donc phi de FK est égal à la somme pour i variant de 1 à n des BIK fois GI. En reportant dans l'expression de phi de psi de EJ, on obtient somme pour K variant de 1 à P des AKJ fois la somme pour i variant de 1 à n des BIK GI. On peut permuter les deux sommes. AKJ et BIK sont deux scalaires, on peut aussi les permuter. Et enfin, GI ne dépendant pas de K, on peut le mettre en facteur vis-à-vis de la somme intérieure. Notons C la matrice de phi rond psi relativement aux bases E et G, qui est une matrice appartenant à MNQ de K.
Manifestement, CIJ est égal à la somme pour k variant de 1 à p des BIK à KJ. C'est exactement la formule que l'on obtient quand on calcule la matrice B fois A, donc C est égal à B fois A. Et ceci termine la démonstration. Nous allons voir ce qui se passe dans le cas d'un endomorphisme. On considère E un espace vectoriel de dimension finie, petit e une base de E, et phi une application linéaire définie de E dans E, c'est-à-dire un endomorphisme de E. Alors la matrice de phi puissance n relativement à la base E est égale à la matrice de phi relativement à la base E à la puissance n. La démonstration s'obtient par récurrence en utilisant le résultat précédent. Voici un petit exemple. Si E est un espace vectoriel de dimension finie n, petit e une base de E, la matrice de l'application identique définie de E dans E relativement à une base petit e est égale à la matrice identité I indice n. Il faudra bien faire attention que si E est un espace vectoriel, que phi est un endomorphisme de E, petit e une base de E et petit f une autre base de E, alors la matrice relativement aux bases E et F de phi exposant n ne correspond à rien du tout. Voici ce qui se passe dans le cas d'un isomorphisme. On considère E et F des espaces vectoriels sur K de dimension finie, petit e et petit f des bases de E et F, et phi une application linéaire définie de E dans F. Alors phi est un isomorphisme si et seulement si la matrice relativement aux bases E et F de phi est inversible. Et dans ce cas, la matrice de phi-1 relativement aux bases F et E est égale à l'inverse de la matrice de phi relativement aux bases E et F. Voici la démonstration. On suppose pour commencer que phi est un isomorphisme défini de E dans F. En particulier, E et F ont la même dimension finie. Considérons psi l'application réciproque de phi, qui est un isomorphisme défini de F dans E. On schématise la situation. On a une application linéaire phi qui est définie de grand E muni d'une base petit e à valeur dans grand F muni d'une base petit f, et son application réciproque est définie de grand F muni de la base petit f à valeur dans grand E muni de la base petit e. L'application psi rond phi est égale à l'identité de E. On en déduit que la matrice de psi rond phi relativement à la base petit e est égale à la matrice identité grand I. Mais d'après notre formule sur la matrice d'une composée, on obtient que la matrice de psi relativement aux bases f et e fois la matrice de phi relativement aux bases e et f est égale à la matrice identité. De la même façon, la matrice de phi relativement aux bases e et f fois la matrice de psi relativement aux bases f et e est aussi égale à l'identité. On en déduit que la matrice de phi relativement aux bases e et f est inversible et que son inverse est la matrice de psi relativement aux bases f et e. Voici la réciproque. On suppose cette fois-ci que la matrice de phi relativement aux bases E et F est inversible. En particulier, nécessairement, M est une matrice carrée. Donc la dimension de E est égale à la dimension de F. Notons B la matrice inverse de la matrice de phi relativement aux bases E et F. Il existe une unique application linéaire psi définie de F dans E, dont la matrice relativement aux bases F et E soit égale à B. On applique notre formule sur la matrice d'une composée. La matrice de psi rond phi relativement à la base E est égale à la matrice de psi relativement aux bases F et E multipliée par la matrice de phi relativement aux bases E et F, qui est égale à la matrice I indice n puisque la matrice B est égale à l'inverse de la matrice A, qui est égale à la matrice identité puisque les deux matrices sont inverses l'une de l'autre. On en déduit que psi rond phi est égal à l'application identique de E. Nous pouvons effectuer le même calcul en regardant la matrice de phi rond psi relativement à la base f, qui est égale à la matrice de phi relativement aux bases e et f, fois la matrice de psi relativement aux bases f et e. Donc qui est aussi égale à la matrice identité puisque ces deux matrices sont inverses l'une de l'autre. On en déduit que phi rond psi est égal à l'application identique de f. Ainsi, on a prouvé que phi et psi sont réciproques l'une de l'autre, en particulier phi est bijective, et phi étant linéaire, phi est un isomorphisme défini de E dans F. Il y a une application de ce résultat au calcul d'un produit matriciel. La relation matrice de phi rond psi relativement aux bases E et G égale à la matrice de phi relativement aux bases F et G fois la matrice de psi relativement aux bases E et F permet de calculer des produits de matrices, et ceci d'autant plus rapidement que la matrice de psi relativement aux bases E et F est simple. Ce n'est pas très facile à expliquer, je préfère réserver ça pour un exercice.
Nous allons maintenant étudier l'inversibilité des matrices. On se donne A une matrice carrée d'ordre n. On suppose que A est inversible à droite. C'est-à-dire on suppose qu'il existe une matrice B carrée d'ordre n qui vérifie A fois B égale I indice n. Alors A est inversible et son inverse est égal à B. En voici la démonstration. Considérons f et g deux endomorphismes de K puissance n, tels que A soit égal à la matrice de F relativement à la base canonique, et B soit égal à la matrice de G relativement à la base canonique. La matrice de F rongée relativement à la base canonique est égale à la matrice de F relativement à la base canonique fois la matrice de G relativement à la base canonique, qui est donc égale à I puisque ce produit de matrice est égal à A fois B. On en déduit que F rongée est égal à l'application identité de K puissance n. En particulier, l'application F rongée est surjective. Donc F est surjective. D'après la caractérisation des isomorphismes en dimension finie, F est une surjection définie de K puissance n dans K puissance n qui ont tous les deux la même dimension finie puisque c'est le même espace de dimension finie, donc F est un automorphisme de E. Et donc, d'après ce qu'on a dit précédemment, sa matrice est inversible. Et donc l'inverse de A est égal à B, en particulier, avec des matrices carrées, dès que A fois B est égal à l'identité, automatiquement on aura B fois A égal à l'identité, ce qui est loin d'être évident. Voyons maintenant l'image d'un vecteur. Considérons E et F deux espaces vectoriels sur K de dimension finie. Petit e et petit f des bases de E et F. Phi une application linéaire définie de E dans F, et grand A la matrice de phi relativement aux bases E et F. Notons petit x un vecteur de E, grand X la matrice des composantes de petit x dans la base E, et grand Y la matrice des composantes de phi de x dans la base F. Alors Y est égal à A fois X. Cette propriété est importante puisqu'elle nous permettra de calculer l'image d'un vecteur à partir de la matrice d'une application linéaire sans avoir besoin de connaître l'application linéaire elle-même. En voici la démonstration. Notons P la dimension de E et N la dimension de F. D'après la définition de la matrice des composantes de petit x dans la base E, x est égal à la somme pour j variant de 1 à p des x indice j fois ej. Donc avec la linéarité de phi, phi de x est égal à la somme pour j variant de 1 à p des x indice j fois phi de ej. Mais l'image de ej par l'application phi se lit sur la jème colonne de la matrice A. Phi de ej est égal à la somme pour i variant de 1 à n des aij fois fi. En reportant cette expression dans celle de phi de x, on obtient phi de x égale somme pour j variant de 1 à p de la somme pour i variant de 1 à n des xj, aij, fi. On peut sans problème permuter les deux signes somme, aij et xj sont deux scalaires, ils commutent, et fi ne dépendant pas de l'indice j, on peut le factoriser dans la somme qui est à l'intérieur. Ceci nous donne les composantes de phi de x dans la base f. La ième composante yi est égale à la somme pour j variant de 1 à p des aij xj. C'est exactement ce qu'on obtient quand on calcule la matrice A fois x, donc y est égal à ax. Nous allons maintenant voir la formule de changement de base. Mais pour ça, nous allons avoir besoin d'une nouvelle propriété sur les matrices de passage. Considérons E un espace vectoriel, E et E' deux bases de E. P la matrice de passage de la base E à la base E'. Alors P est égal à la matrice de l'identité relativement aux bases E' et E. En particulier, P est inversible puisque l'identité est un isomorphisme. P-1 est la matrice de passage de la base E' à la base E. En voici la démonstration. Pour calculer la matrice de l'identité relativement aux bases E' et E, on calcule les images des vecteurs de E' par l'identité. Ces vecteurs sont donc inchangés. On calcule ensuite leurs composantes dans la base E. C'est-à-dire, on calcule les composantes des vecteurs de la famille E' exprimées dans la base E. Pour calculer la matrice de passage de la base E à la base E', je vous rappelle qu'il y a une autre notation pour cette matrice, qui est P indice E', pour se rappeler que l'on calcule les vecteurs de E' dans la base E. Autrement dit, dans les deux cas, on fait exactement la même chose. Donc la matrice de passage de la base E à la base E', c'est la matrice de l'identité relativement aux bases E' et E. Donc faites bien attention dans cette proposition à l'ordre des bases. La matrice de passage de E à E',
c'est la matrice de l'identité relativement aux bases E' et E. Donc voici la formule de changement de base. On considère E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, phi une application linéaire de E dans F, E et E' deux bases de E, F et F' deux bases de F. On note P la matrice de passage de la base E à la base E' et Q la matrice de passage de la base F à la base F'. On note A la matrice de phi relativement aux bases E et F, et A' la matrice de phi relativement aux bases E' et F'. Alors A' est égal à Q-1 fois A fois P. Voici la démonstration de cette formule de changement de base. On considère le diagramme suivant. En haut à gauche, on a l'espace E qui est muni de la base petit e, en haut à droite, l'espace grand F muni de la base petit f. Phi est défini de l'espace E dans l'espace F, et en dessous, j'ai noté grand A, la matrice de phi, relativement aux bases E et F. Tout en bas, on a exactement le même schéma, sauf qu'on a utilisé les bases E' et F'. On a toujours la même application phi qui est définie de E dans F, sauf que cette fois-ci, sa matrice est calculée relativement aux bases E' et F', je l'ai noté A'. Pour passer de l'espace E en haut à gauche à l'espace E en bas à gauche, on va simplement choisir l'application identité. La matrice de l'identité de E relativement aux bases petit e et petit e' est la matrice de passage de la base E' à la base E, c'est-à-dire c'est la matrice P-1. Pour passer de l'espace F en bas à droite à l'espace F en haut à droite, on utilise tout simplement l'application identité de F, et la matrice de l'identité de F relativement aux bases F' et F est la matrice de passage de F à F' que j'ai noté Q. Étant donné que l'identité de F rond phi rond l'identité de E est égale à phi, on applique la formule sur la matrice d'une composée, et on obtient que la matrice de l'identité de F relativement aux bases F' fois la matrice de phi relativement aux bases E', fois la matrice de l'identité de E relativement aux bases E et E' est égale à la matrice de phi relativement aux bases E et F. Ce qui donne exactement la formule Q fois A' fois P-1 égale A. Voici un petit truc mnémotechnique. Il y a un lien entre les deux matrices A et A'. Donc je commence par écrire A' égale quelque chose qui va faire intervenir grand A. Pour passer de la matrice A' à la matrice A, il va falloir que je fasse intervenir une matrice. Je vais passer d'une notation en prime à une matrice sans prime. J'ai besoin d'une matrice de passage, soit de la base E' à la base E, soit de la base F' à la base F, qui sont les matrices P-1 et Q-1. Le problème c'est quelle matrice choisir. Dans l'écriture d'une composée, la dernière application que l'on utilise est celle que l'on écrit à gauche. Donc le point d'interrogation se retrouve appliqué après la matrice A. Et donc cette matrice va opérer dans l'espace d'arrivée de l'application, autrement dit dans grand F. Donc il s'agit de la matrice Q-1. De la même façon, si l'on souhaite passer de A à A', je vais avoir besoin d'une matrice de passage d'une base sans prime à une base avec un prime. Donc soit de la matrice de passage de E à E', soit de la matrice de passage de F à F'. Mais ce qui est à droite de A va être dans l'espace de départ, et donc on va travailler avec la matrice P. Et donc on retrouve ainsi A' égale Q-1 fois A fois P. Voici un cas particulier important. Considérons E un espace vectoriel de dimension finie n, phi un endomorphisme de E et E' deux bases de E. On note P la matrice de passage de la base E à la base E'. On note également A la matrice de phi relativement à la base E et A' la matrice de phi relativement à la base E'. Alors A' est égal à P-1 à P. Attention, il y a deux changements de base différents. Pour les vecteurs, on a la formule x égale à px'. Pour les applications linéaires, on a la formule a égale q a' p-1. Donc apprenez bien ces deux propositions et repérez bien quand est-ce qu'il faut utiliser l'une ou l'autre. Définissons maintenant les matrices semblables. On considère A et B deux matrices carrées d'ordre n. On dit qu'elles sont semblables si et seulement s'il existe une matrice P inversible, telle que A soit égale à P fois B fois P-1. Si l'on note tilde, la relation A tilde B si et seulement si A et B sont semblables, cette relation est une relation d'équivalence. Voici une caractérisation du rang d'une application linéaire. Considérons E et F deux espaces vectoriels de dimension finie sur le corps K.
phi une application linéaire définie de E dans F, et R un antinaturel. Alors le rang de phi est égal à R, si et seulement s'il existe des bases E et F de E et de F, telles que la matrice de phi relativement à ces bases, soit une matrice composée uniquement de 0 et de 1, les 1 étant écrits sur la diagonale, avec exactement R fois le nombre 1. Donc la matrice n'est pas forcément facile à lire, en voici une représentation un peu plus propre. Donc déjà la matrice n'est pas forcément une matrice carrée, elle a n lignes p colonnes. À partir de l'élément en haut à gauche, on essaye de visualiser une diagonale qui ne termine pas forcément en bas à droite. Ça ne terminera en bas à droite que si la matrice est carrée. Donc ici, j'ai représenté une matrice d'une application linéaire de rang 4 puisqu'il y a 4 1 sur la diagonale. Dans tout le reste de la matrice, il n'y a que des zéros. En voici la démonstration. Supposons que le rang de phi soit égal à R. Ceci veut dire que l'image de phi est un espace de dimension R. D'après le théorème du rang, le noyau de phi a une dimension égale à P-R. Notons E indice R plus 1 jusqu'à EP une base du noyau de phi. Étant une base de phi, c'est une famille libre, et donc on peut la compléter grâce au théorème de la base incomplète en une base E1, ER, ER plus 1, EP, qui va être une base de E. Notons pour tout i compris entre 1 et R, f1 d'ici égale à phi de EI. Je vous laisse démontrer que la famille F1 jusqu'à FR est libre. Avec le théorème de la base incomplète, on va pouvoir la compléter en F1, FR, FR plus 1, Fn, une base de F. La matrice de phi relativement aux bases E et F est exactement la matrice cherchée, avec R1 sur la diagonale et des zéros partout ailleurs. Voici la réciproque. On suppose cette fois-ci qu'il existe des bases E et F de E et de F, telles que la matrice de phi relativement aux bases E et F s'écrivent avec des 1 en diagonale au nombre de R1 et des zéros partout ailleurs. L'image de phi, on sait que c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs phi de E1 jusqu'à phi de EP. Mais phi de E1 est égal à F1, phi de ER est égal à FR, et tous les autres ont une image nulle. Donc l'image de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par F1, FR, et que des zéros. La famille F1 jusqu'à FR étant libre, puisque c'est une sous-famille d'une base petit f, c'est que l'image de phi est de dimension R, donc le rang de phi est égal à R. Nous allons maintenant définir le rang d'une matrice. Pour cela, nous allons avoir besoin de définir l'application linéaire canoniquement associée à une matrice. Je considère A une matrice de type NP. Il existe une unique application linéaire définie de Kp dans Kn, telle que sa matrice relativement aux bases canoniques de K puissance P et de K puissance N soit égale à A. F s'appelle l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A. Définissons l'image, le noyau et le rang d'une matrice. Considérons A une matrice de type NP, petit f son application linéaire canoniquement associée. Alors, on définit tout simplement le noyau de A comme le noyau de F, l'image de A comme l'image de F et le rang de A comme le rang de F. Voici une interprétation d'un système linéaire avec des matrices. Considérons A une matrice de type NP. Le noyau de A est l'ensemble des solutions du système linéaire AX égale à 0. L'image de A est l'ensemble des vecteurs B tels que le système AX égale B soit compatible. Voyons maintenant le rang d'une application linéaire associée à une matrice. Considérons E et F deux espaces vectoriels sur K de dimensions respectives P et N, E et F des bases de E et F, psi une application linéaire définie de E dans F et A sa matrice relativement aux bases E et F. Alors le rang de A est égal au rang de psi. En voici la démonstration. Psi est une application linéaire définie de l'espace E dans l'espace F, que l'on a muni des bases petit e et petit f, ce qui nous a permis de définir la matrice A de psi relativement à ces bases. On a fait la même chose avec l'application phi, définie de K puissance P dans K puissance N, avec les bases canoniques de K puissance P et les bases canoniques de K puissance N. Il existe une unique application linéaire θ définie de E dans K puissance P, dont la matrice est égale à I relativement aux bases petit e et bases canoniques de K puissance P. De la même façon, il existe une unique application linéaire gamma définie de f dans K puissance n, dont la matrice est égale à I relativement aux bases f de grand F et bases canoniques de K puissance n dans K puissance n. Manifestement, la matrice identité fois A est égale à la matrice A fois l'identité,
Donc gamma rond psi est égal à phi rond θ. Étant donné que le rang est conservé par la composée avec un isomorphisme que gamma et θ sont des isomorphismes, le rang de psi est égal au rang de phi. Autrement dit, le rang de psi est égal au rang de A. Nous pouvons énoncer le théorème du rang pour les matrices, en considérant A une matrice de type NP, P est égal au rang de A plus la dimension du noyau de A. On peut caractériser les matrices inversibles avec le rang. Considérons A une matrice carrée d'ordre n, les conditions suivantes sont équivalentes, A est inversible, noyau de A égale 0, rang de A égale n, image de A égale k puissance n. Voici une caractérisation du rang. Considérons A une matrice de type NP, R un antinaturel inférieur ou égal au minimum entre n et P, alors R est égal au rang de A, si et seulement s'il existe deux matrices inversibles P et Q, telles que A soit égal à P fois IR fois Q. Voici une propriété de conservation du rang. Si A est une matrice inversible et B une matrice de type NP, alors le rang de AB est égal au rang de B. Si A est une matrice inversible et si B est une matrice de type NP, alors le rang de BA est égal au rang de B. Donc faites bien attention au type de la matrice A. Dans la première proposition, A est une matrice inversible carrée d'ordre n parce qu'on la multiplie à gauche de la matrice B. Dans la deuxième proposition, A est une matrice inversible carrée d'ordre P parce qu'on la multiplie à droite de la matrice B. Voici une propriété qui concerne le rang de la transposée. Si A est une matrice de type NP, alors le rang de la transposée de A est égal au rang de A. Contrairement aux autres propositions, la démonstration de celle-ci est assez compliquée, on l'admet. Voici quelques petites remarques. Le rang des vecteurs colonnes de la matrice A est égal au rang de A. Le rang des vecteurs lignes de la matrice A est aussi égal au rang de A. Si B est une matrice inversible, le rang de AB est égal au rang de A. Nous pouvons écrire un système linéaire de façon fonctionnelle, en remarquant que si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie P et N, que petit e et petit f sont des bases de E et de F, phi une application linéaire de E dans F, A la matrice de phi relativement aux bases E et F, et B la matrice d'un vecteur petit b dans la base F, alors l'équation matricielle AX égale B est équivalente à l'équation linéaire phi de X égale B. Nous pouvons définir le rang d'un système linéaire. Le rang du système linéaire AX égale B est défini comme étant le rang de A. À noter que si l'on préfère écrire le système de façon fonctionnelle phi de X égale B, le rang du système est égal à rang de phi, ce qui n'a rien d'étonnant puisque le rang de phi est égal au rang de A. Voilà, ce chapitre est terminé, j'espère que vous n'avez pas rencontré trop de difficultés. N'hésitez pas à me poser des questions et à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo.